Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e épisode du podcast À la rencontre d'une étoile. Alors si vous avez écouté l'épisode numéro 10 jusqu'à la fin avec Francesca Wilson, vous savez d'ores et déjà que ce 11e épisode sera également avec elle, car je vous avais dit que nous avons tellement parlé de sujets riches et variés que j'ai choisi de remettre un deuxième épisode avec elle. Alors pour tout vous dire, je vais vous diffuser plusieurs extraits dans cet épisode, donc ce sera un format un petit peu différent. Plusieurs extraits d'un échange que nous avons eu en fait en amont de l'enregistrement du podcast. En fait, c'était le premier rendez-vous qu'on a eu avec Francesca pour faire connaissance et pour convenir justement d'une date d'enregistrement. Mais au fur et à mesure de notre conversation, en fait, nous nous sommes rendus compte que nous abordions des sujets très intéressants et nous nous sommes dit, enfin en tout cas Francesca surtout, a eu l'idée d'enregistrer notre conversation pour voir où ça allait nous mener. Donc du coup, ça nous mène aujourd'hui à ce deuxième épisode bonus. Donc comme je vous ai dit, je vais vous diffuser plusieurs extraits de notre conversation. Alors, dans le premier extrait, vous allez voir, vous allez arriver en plein milieu directement de la conversation, parce que c'est là où on a commencé à se dire qu'on allait enregistrer notre conversation. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à parler, donc à me présenter à Francesca et à lui expliquer les débuts de mon podcast, etc. Et au fur et à mesure de l'échange, nous abordons les sujets du fait de se sentir petit quand on commence un projet, du fait de se sentir illégitime. Et dans cet extrait, du coup, Francesca nous parle de son expérience et nous raconte quelques anecdotes et nous explique comment elle a adopté un mindset pour aller au-delà de ce syndrome de l'imposteur-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute pour ce premier extrait. Ouais, je voulais te demander, quand tu avais dit par rapport au fait que tu te sentais petite et tout, moi je pense que tout le monde passe par là au tout début et c'est vraiment ce que tu ressens, genre, qui est-ce que je suis pour faire ça? Surtout, genre, ce truc super grand, genre, pour qui je me prends en gros? Et des fois aussi les gens, parce qu'en fait, pour les gens, après, je sais pas si tu projettes, genre, si tu projettes ta peur et tu vois que les gens vont dire aussi, mais elle se prend pour qui pour faire ça? Et je crois que c'est ce qu'on se dit, c'est genre la conversation intérieure qu'on a au tout début qui fait qu'on ne peut pas faire les choses parce qu'on a besoin que ça soit super grand et qu'on soit super compétent pour pouvoir commencer quelque chose. Donc, je te dis juste pour te rassurer, tout le monde passe par ça, toutes les personnes avec qui j'ai parlé, moi-même, je suis passée par ça, toi-même, tu es en train de passer par ça, donc c'est tout à fait normal. Et puis après, je pense qu'il y a juste un déclic à un moment où tu te rends compte en fait que tout le monde, toi, moi, on est tous des humains et qu'on est tous pareils, en gros, pareil dans le sens où il y a quelque chose qui fait que on est tous sur la même longueur d'onde. Et après, quand tu me parles, quand je te parle, tu es juste une personne, une humaine, je suis juste une humaine. Et puis après, quand on parle, ça fait juste que, voilà, c'est plus facile, quoi. Voilà. Quand tu te dis ça dans ta tête au lieu de te dire, oh mon Dieu, je suis en train de parler à une personne qui a fait ça, ça, ça. Plus tu te dis ça, en fait, et plus tu n'oses pas. Et juste pour, je sais pas, une petite anecdote qui me vient en tête, en fait, il y a eu un moment où j'ai été acceptée pour faire partie, c'était Clinton Foundation, donc la fondation des Clinton, Bill Clinton, tout ça. J'ai fait partie de cette, vous appelez ça cohort, comment on dit ça, du groupe d'élèves. C'était en 2017, je crois. Et j'avais ça dans ma tête aussi. Je me disais, oh mon Dieu, je vais rencontrer le président, l'ancien président des États-Unis qui a fait, oh mon Dieu, des trucs
énorme pour le pays. J'avais ça comme conversation Mhm. dans ma tête, mais à un moment, je l'ai vu en personne et puis il avait fait un petit speech. Il disait après cette heure-ci, genre à 17h, je serai ouvert à parler avec vous, à répondre à vos questions et à prendre des photos. Et à 17h, il était là, il était dehors. Moi, j'étais avec mon groupe. Et je me souviens, les personnes de mon groupe, aucun n'a osé s'avancer. Et moi, je suis allée directement et j'ai pris mon selfie avec lui. Et puis après, j'étais là, j'ai juste pris ma photo. Il y avait tellement de gens aussi autour. Je suis revenue. Je me rappelle le groupe de personnes avec qui j'étais, ils m'ont regardé, ils ont dit, comment est-ce que tu as osé juste aller là-bas et puis prendre la photo? Mais c'est Bill Clinton, le président Bill Clinton. Et j'ai dit, justement, c'est le président Bill Clinton et je ne vais plus jamais le revoir. Donc, voilà, déjà, Ouais. je me suis dit, je ne vais jamais, plus jamais le revoir. Mais aussi, je me suis rendu compte, en fait, en étant, genre, pas très proche de lui, mais genre, je me suis levée assez proche pour que je puisse entendre la conversation. Il était vraiment super sympa, simple, dans le sens où il, par rapport à sa conversation avec les autres, il ne montrait pas que, oui, je suis le président et vous, vous êtes Mhm. les petits. Il savait comment se comporter pour faire en sorte qu'on soit à l'aise. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte de l'humanité des personnes et que c'est juste une personne comme toi qui Mhm. veut parler avec une autre personne. Et bien sûr, je reconnais, c'est pas que je ne respecte pas son parcours, mais il a fait beaucoup de choses et je respecte ça. Mais après, comment on dit ça? At the end of the day, genre, à la fin, c'est une personne comme toi et moi. Et quand tu te dis ça, en fait, tu arrives à engager avec d'autres personnes. Voilà. Mhm. Et en plus, parfois, c'est juste toi, en fait, dans ta tête qui te dit, ah, mais si ça se trouve, cette personne va se snober, mais en fait, au final, généralement, en tout cas, les personnes, elles sont super bienveillantes et soit elles te répondent pas, et voilà, et soit Ouais. elles te sont ouvertes, quoi. Ouais. C'est rare qu'elles te lynchent sur place, ou, enfin, c'est très, très rare. Exactement. Et en plus, le pire la pire, je veux dire, la pire des choses qui peut se passer, c'est que la personne te dise non. Mais après, tu connais même pas cette personne. Après, c'est juste un Pas non. Et puis grave. après, tu pars. Voilà. Mais je Mm. crois que c'est ce non et c'est cette rejection que les gens, ils appréhendent et qu'ils ne veulent pas ressentir et vraiment expérimenter. Mais en Mm. fait, ça va, tu meurs pas. Tu meurs que dans ta tête quelques secondes, mais après, ça va. Voilà pour ce premier extrait. Nous avons ensuite continué à échanger avec Francesca et nous sommes entrés dans le vif du sujet en commençant à parler d'Umin. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le mouvement Umin, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 10 où nous parlons de long en large des actions que Francesca et son équipe mènent au sein de ce mouvement. Dans ce deuxième extrait, en fait, je vous ai juste pris un petit passage où Francesca parle d'un workshop qu'elle et son équipe aux États-Unis ont organisé à destination de parents et d'enfants issus de la diaspora malgache aux États-Unis. Et en fait, elle nous explique comment elle a fait pour inciter les parents à participer à ce workshop-là. Nous en sommes arrivés à parler de la relation des jeunes aux aînés dans la société malgache. Nous avons aussi parlé des conditionnements en fait de la société qui peuvent impacter fortement les relations entre les membres d'une même famille. Et nous en sommes même arrivés à parler de traumatisme intergénérationnel. Voilà. Donc ceci n'est qu'un bref résumé de cet extrait, mais je vous laisse l'écouter tout de suite. Mhm. Ensuite, ici aux États-Unis, en fait, hein, il y a eu des parents, des diasporas, des parents malgaches, qui ont commencé à voir ce qu'on avait fait et puis ils étaient un peu comment dire, curieux d'en savoir plus. Donc, on avait d'abord, en partenariat avec, ils appellent ça, je veux dire, l'organisation ici s'appelle Moussa. Donc, les Malgaches ici qui sont de la diaspora, qui sont aux États-Unis. Mhm. Et ils avaient proposé de faire un petit workshop, un petit atelier avec les Malgaches, les jeunes Malgaches. Donc, on a Mhm. fait ça avec les jeunes Malgaches. C'était super. Ils ont commencé à vouloir en savoir plus. Et puis, à un moment, ils ont dit, j'ai envie que mes parents fassent partie de cet atelier. Et moi, je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de parler à des parents là tout de suite parce que j'ai peur encore de l'approche. Comment faire? Parce que je connais enfin, à Madagascar, comme tu le sais, le respect des parents. Moi, je ne voulais pas me positionner comme étant celle qui donne, je ne sais pas, la leçon aux parents, en gros, Oui, oui, quoi. Donc, oui, je vois très je me bien. suis dit, ça va être un peu dur, mais après, j'ai pensé encore une fois, l'approche, elle était cruciale parce que là, je me suis rendu compte, en fait, que tu veux
c'est pas que tu veux, mais c'est primordial d'avoir les parents faire partie de la solution, en fait. Et parce que si tu apprends aux enfants, voici Ouais. comment partager tout ça, mais que les parents, ils savent pas ce qui se passe et les parents, il y a encore le clash, quoi. Donc, il fallait que les parents, d'un côté, soient aussi sensibilisés par rapport à ce qu'on faisait. Donc, ce qu'on a fait, c'était, il y a un interview que j'ai fait avec le studio CIFAC à Madagascar. Et en fait, on a changé cette interview en un podcast vidéo, en quelque chose de visuel, mais en même temps où il y avait genre des mots. Et en fait, la vidéo, elle est sur notre page. Et la vidéo, elle parle en gros de ce que c'est. C'est quoi les genres d'abus, c'est quoi les formes, les signes et tout ça, les conséquences surtout. Et on a envoyé ça aux parents, on a envoyé la vidéo, on a dit, on a un atelier sur, on avait dit les formes d'abus qui ne sont pas physiques. Voici la vidéo. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous à cet atelier. Ça sera un atelier de partage, d'échange et vraiment un espace où on apprendra de chacun de nous. Voilà, en gros. Donc, c'était vraiment très neutre et vraiment, si vous venez, ça veut dire que vous voulez faire partie de cet espace. C'est pas genre, on vous force à être là. Et on a eu une quinzaine de parents. C'était super. Ils étaient là, ils étaient prêts à vouloir en parler. Ils voulaient vraiment se rendre compte si eux, ils avaient non seulement fait subir ça, mais aussi, non seulement ils avaient expérimenté ça aussi quand ils ont grandi. Et c'était énorme parce que dès qu'on a fait, on a mis en place vraiment l'approche, on disait, cet espace, c'est un espace où tout va rester vraiment dans ce cercle et ça sera vraiment entre nous. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a mis tout ça en place, on a visionné la vidéo ensemble, on a posé des questions, un parent a commencé à s'ouvrir et le reste des parents a commencé à raconter. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, c'était comme ça. Donc, en gros, ils appellent ça comment dire, intergenerational trauma. Donc, il y a eu un traumatisme qui a été vraiment transmis transmis d'une génération à une autre. Et là, en partageant comme ça, en ayant les parents se rendre compte de ce que eux-mêmes ils ont vécu et qu'ils sont en train de transmettre à d'autres parents, là, ils sont en train de briser le cycle, en fait. Et non seulement eux, ils guérissent de leur propre traumatisme, mais ils vont être plus conscients de ce qu'ils font dorénavant, quoi. Donc, c'était énorme parce qu'on ne s'attendait pas à ce que les parents s'ouvrent comme ça. Mais en fait, les parents aussi, généralement, ils ont vécu la même chose et ils attendent que ce moment-là pour pouvoir partager. Mais notre société fait que non, il faut être fort. Non, il ne faut pas parler de ça. C'est très faible de parler de pourquoi tu veux pleurer. Et même un parent qui était un papa a partagé que moi, mon problème, c'est que moi, je ne parle pas d'émotions, je ne pleure pas. Voilà, pour moi, c'est ça être fort. Mais là, en fait, être un homme. Exactement, c'est être un homme fort. Et après, quand il a partagé, en fait, là, je me rends compte que le fait de vraiment tenir ça et puis de laisser ça grandir et puis d'avoir ça exploser en mots super violents ou bien avec des coups parce que tu n'arrives pas à dire ça avec les mots, donc tu te mets à être violent physiquement. Donc là, ils se rendent compte en fait que en ne partageant pas ce qu'ils ont à l'intérieur, il y a plus de dommages qui non seulement sont faits à lui-même, mais aussi à la famille en général. Donc, là, il s'est rendu compte vraiment, mais il faut que j'en parle en fait parce que c'est ça, c'est la base de la communication à l'intérieur de la famille. Et je peux te dire qu'après ça, hein, non seulement parce que pas l'enfant, mais les jeunes sont passés par l'atelier qu'on avait et les parents sont passés par là. Depuis ça, on a eu un check-in avec les jeunes. Ils disent, mais vraiment la dynamique dans la famille, elle a changé. Maintenant, j'ose dire les choses à mes parents sans avoir peur de dire des choses que je sais qu'ils vont pas, qui vont critiquer peut-être, qui vont rabaisser parce que je pense à ça. Mais les parents sont maintenant ils ont plus de la compassion, ils ont plus d'empathie, ils veulent plus s'engager à savoir plus sur ce qui se passe avec leurs enfants. Et bien sûr, ça, c'est avec la diaspora, c'est un exemple. Mais il y a des familles à Madagascar, et j'en ai déjà fait l'expérience, qui sont ouverts à la même chose, en fait. Quand ils se rendent compte, en fait, que... Parce qu'on peut se dire, mais la diaspora, elle est à l'étranger, elle a déjà vu ce qui se passe. C'est ma prochaine question, justement. Parce que est-ce que c'est pas plus facile à l'extérieur qu'à Madagascar?
Oui, je pense que c'est facile d'un côté parce ils voient la différence et ils voient vraiment comment les autres ils font. Donc, ils ont comme une référence. Mais après, quand tu es à Madagascar, en fait, quand ils savent c'est quoi et qu'ils acceptent en fait les conséquences que ça a sur l'enfant, par exemple, ils savent. Parce qu'en fait, hein, quand tu parles méchamment ou que tu rabaisses ton enfant, la façon dont les parents ils voient ça, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est que c'est parce que ils veulent que l'enfant soit plus fort, ils veulent que l'enfant puisse atteindre leur potentiel. Mais en fait, c'est le contraire. En rabaissant, tu rabaisses la personne. Il y a qu'un très petit pourcentage de la population qui arrive à sortir de ça et être les super... ils deviennent des leaders, ils font des trucs exceptionnels, mais c'est une petite, vraiment une infime pourcentage de la population. Ce qui se passe en réalité, c'est que le plus grand pourcentage de la population, c'est les personnes qui ont un très faible estime de soi, pas de confiance en soi, qui n'osent pas prendre des risques, pas prendre de décisions. Ils sont dans leur petit monde, ils sont isolés. Et ça a un impact sur l'entrepreneuriat du pays, le développement du pays, la mentalité du pays. Donc, dans un sens, c'est vraiment ce cycle-là qu'on veut briser pour que voilà, les enfants s'épanouissent, les jeunes s'épanouissent vraiment et qu'ils sachent que c'est pas moi le problème en fait, c'est parce que j'ai été conditionnée par non seulement les personnes autour de moi, la société à faire que je me sente comme ça, que je n'ose pas faire les choses parce que j'ai peur d'être critiquée. Et quand tu arrives à sortir de ça, tu arrives à sortir de ça. Mais en fait, c'est ça. Ah, pardon, j'ai sauté la réponse. Mais quand les parents arrivent à reconnaître que les vraies conséquences, c'est que l'enfant, en fait, a une estime super bas, pas de confiance en soi, que ça peut mener à la dépression, à l'anxiété, au suicide même parfois, ben, c'est là que les parents se rendent compte que, en fait, mon approche, donc, c'est pas la bonne. Voilà, en gros. Et que je devrais changer mon approche et ils sont plus ouverts en fait quand ils savent que c'est ça les conséquences. Quand ils savent que voilà, c'est juste les mots, ça blesse pas. C'est comme ça qu'on le voit. Mais quand tu vois en fait qu'il y a vraiment de grandes conséquences et le fait d'accepter en fait qu'il y a des conséquences psychologiques, c'est ça qui fait qu'il y a il y a un autre intérêt par rapport au sujet. Voilà. Et ils sont plus ouverts à écouter. Et ensuite, nous avons parlé de poser ses limites en toute bienveillance. Alors, poser ses limites, et surtout en toute bienveillance, c'est tout un art. Et dans cet extrait, en fait, je fais part de mon expérience personnelle à Francesca, où je lui dis que c'est pas forcément évident tous les jours. Et du coup, nous avons discuté de la communication non violente, justement, qui permet de poser ces limites-là sans forcément être violent ou insolent envers la personne à qui on pose nos limites. Si vous voulez en savoir plus sur le concept de la communication non violente, je vous invite à lire le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, qui vous explique, voilà, dans tout l'ouvrage, comment appliquer ce concept-là à votre vie quotidienne. Et sinon, vous avez également l'extrait numéro 3 du coup, où nous en parlons très brièvement. Et je pense aussi, tu sais, il y a le truc de là-bas, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, on a tellement cette culture du respect. Et je pense que ce qu'il faut aussi qu'on rappelle souvent aux gens, c'est que c'est pas que tu poses tes limites à cette personne que tu lui manques de respect, en fait. Mais par contre, par rapport aux limites aussi, il y a une façon de mettre des limites qui est respectueuse en fait. C'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes venir vers moi et partager ça justement parce qu'ils se rendent compte en fait que c'est OK de partager les limites. Et il y a une façon vraiment à faire les choses quand tu mets les limites. C'est pas, tu blâmes pas la personne, tu pars encore une fois, de toi-même, de tes émotions et tu parles de comment est-ce que cette situation te fait te sentir. Et c'est pour ça que tu vas mettre des limites à la situation. C'est pas pour blâmer l'autre, en fait, parce que il y a vraiment comment on dit ça, il y a une nuance entre être insolent et puis essayer de mettre des limites, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est un peu difficile à non seulement mettre en place, mais aussi à comprendre parce que par exemple, tu peux voir nos posts et puis on parle de mettre des limites et tout, mais les gens, ils mettent des limites en étant super insolents et disent non respectueux, mais on peut mettre des limites en ayant beaucoup d'amour en le disant ou en étant super respectueux. Donc, voilà, je pense mettre juste cette nuance-là que c'est OK de mettre des limites, mais il faut que ça soit, l'approche, encore une fois, doit être la bonne.
Voilà. Bah, ça me rappelle, parce que moi, par exemple, tu vois, j'avais vraiment du mal à poser mes limites et la psy m'a parlé de la communication non violente. Je crois que j'ai mis 1 an et demi à comprendre le truc. Chaque fois, elle me dit, bon, elle m'a montré le processus, tu vois, donc je lui dis, ok, ça a l'air facile, c'est simple. Mais à chaque fois, du coup, je lui dis, je lui dis bah, à chaque fois que je vais chez elle, je lui raconte un truc, elle me dit, mais vous avez posé vos limites? Je lui dis, non, j'ai pas osé. J'arrive pas, je sais pas comment utiliser la CNV, je sais pas comment on fait. Et au bout d'1 an et demi, ouais, j'ai vraiment mis 1 an et demi avant de savoir l'utiliser parce que Ouais. justement, c'est mettre les mots sur les émotions aussi, c'est dur. Le fait de se dire. Voilà. Et c'est dur aussi de. Parce que tu vois, tu as le truc de. Tu pars de. Comment dire, tu décris ce qui se passe, tu décris le plus neutre, enfin le plus neutrement possible, enfin, je ne sais pas si ça se dit. Et ça, c'est très dur, surtout quand tu es énervé, de dire, de décrire le truc et d'être neutre pour ne pas que la personne à côté se sente jugée. Ça, c'est très, très dur. Et c'est ça où j'ai eu du mal. Et après, mettre des mots sur... En fait, tout a été dur parce qu'après, mettre des mots sur les émotions et mettre des mots sur ce dont toi, tu as besoin pour que la personne puisse comprendre. Enfin, c'était complètement... Enfin, c'est dur, quoi. Ouais, Mais c'est ouais. hyper dur et je pense que c'est ce qui fait que c'est un challenge en fait, c'est parce qu'il faut que tu te connaisses d'abord. Il faut que Exactement. tu connaisses tes émotions, tu puisses non seulement avoir le langage pour tes émotions, mais il faut que tu te connaisses au point de savoir c'est quoi tes besoins. Et le problème avec ça, c'est que on prend pas le temps de savoir c'est quoi nos besoins. On prend pas le temps de s'arrêter et de se dire qu'est-ce que je ressens en ce moment, de quoi j'ai Mm. besoin là maintenant tout de suite. Et on va juste, la vie, elle est juste, ok, il faut juste que, c'est juste routine, autopilote. La vie, elle est comme ça, mais en fait, Ouais. c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir, d'être conscient de toi-même, non seulement de tes forces, de tes faiblesses, de tes sentiments et enfin de tes besoins. Voilà. Et c'est Mhm. très dur parce qu'on n'a pas grandi en apprenant ça et c'est normal que ça t'ait pris un an parce que tu es oublié de te connaître. Et le truc, en fait, au moins, la chose qui nous aide à savoir que quelqu'un a piétiné nos limites ou n'a pas respecté nos limites, c'est qu'on a ce petit, ils appellent ça trigger, c'est un truc qui te pique le cœur, qui te pique à l'intérieur. C'est là que tu sais, genre, oh, si je ressens ça, en fait, c'est que quelqu'un ou quelque chose je sais pas, n'est pas en ligne, en fait, avec mes valeurs. Et quand c'est pas en ligne avec Mm. tes valeurs, ça dépasse tes limites. Et quand ça Mhm. dépasse tes limites, c'est là qu'il faut que tu te poses la question. Donc, s'ils ont dépassé mes limites, comment est-ce que je peux remettre ça en place? C'est beaucoup c'est une logique bizarre, mais quand tu comprends en fait et quand tu mets en pratique, hein, ça devient une Ouais. routine. Mais je pense que comprendre ça, c'est encore, c'est dur, quoi. Donc, Mhm. contente que ça t'ait pris du temps, mais que maintenant tu arrives à le faire. Et c'est dur Ouais. parce que tu n'étais pas comme ça aussi. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Et quand tu le Exactement. fais, c'est tellement, non seulement pour toi, c'est tellement nouveau, mais pour les personnes qui te connaissent, la personne que tu étais avant, quand tu fais ça, ils vont se dire, mais c'est qui elle? Pourquoi elle fait ça? Et en fait, tu as peur de ça, tu as peur de leur jugement et tu mets pas Mhm. des limites. Mais généralement, les personnes qui t'aiment et qui te respectent, hein, ils vont Mhm. respecter tes limites et ils vont commencer à... Parce que c'est là, en fait, que les personnes qui ont des, comment dire, des traits toxiques, ils vont te dire, mais pourquoi tu mets des limites comme ça? Mais toi, tu as toujours dit oui au début, et pourquoi tu dis non là maintenant? Mais généralement, les personnes qui te... Ça peut peut-être prendre un peu de temps pour ajuster pour les personnes qui ne sont pas habituées à avoir ce genre de limites aussi. Et Mhm. après, quand ils vont comprendre, quand tu... Et le truc aussi qui est dur, c'est de renforcer cette limite-là, parce que la première fois, c'est tu le dis et tu es là, oh, j'ai réussi à le faire. Et en fait, la personne va encore essayer de passer cette limite une deuxième fois. Et c'est là que tu te dis, non, mais j'avais déjà dit que c'était ma limite et tu n'oses pas redire. Mais si tu n'oses pas le redire, ils vont le refaire. En fait, il faut que tu Mhm. le redises jusqu'à ce qu'ils comprennent, bien sûr, 2 à 3 fois max. Mais après, s'ils ne comprennent pas, là, tu prends une grande décision là, drastique si tu veux Ouais. continuer la relation ou pas. Qu'importe la relation, bien sûr. Mais Mhm. c'est beaucoup de travail, mais c'est quand tu arrives à maîtriser ça, ben, ta vie, elle change en fait. Et enfin, un quatrième extrait où nous arrivons vers la fin de notre échange. Et en fait, nous avons tellement discuté avec Francesca qu'elle en a oublié de donner une définition de ce qu'était l'abus émotionnel, verbal et psychologique. Donc là, dans ce quatrième extrait, elle va nous donner une définition de ce que c'est.
Et surtout, elle va également nous expliquer comment avoir de la compassion, développer de la compassion envers des personnes qui sont malveillantes envers nous. Alors ça peut sembler très bizarre dit comme ça, mais je vous assure qu'en l'écoutant, moi j'ai eu un déclic et je pense et j'espère que vous aussi. En tout cas, voilà, ça explique beaucoup de choses, ça nous aide également à prendre du recul sur certaines situations et sur certains comportements. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'extrait. Je reviens encore à l'abus et j'ai même pas, je pense, donné de définition, mais les abus d'ordre psychologique, verbaux, émotionnels, ça passe d'abord par les abus verbaux qui sont plus, comment dire, évidents. C'est par les mots, c'est quand tu rabaisses une personne, tu insultes la personne, tu dis des choses d'une façon qui est répétée, c'est pour ça que c'est un abus, qui fait en sorte que tu mettes la personne mal à l'aise par rapport à tes mots et qui vraiment la rabaisse, ça fait en sorte, qui fait en sorte que la personne n'ait plus cette vision d'elle-même, qui vraiment manipule aussi. Donc, c'est avec les mots, en fait, que tu fais non seulement la manipulation aussi, donc psychologiquement, mais voilà, verbalement également. Et émotionnellement, c'est plus quand tu n'arrives pas justement à répondre aux besoins d'une autre personne. Ça peut être de la négligence émotionnelle. Quand tu n'arrives pas à par exemple, une personne pleure et puis là, tu vas voir la personne, tu vas dire, mais pourquoi tu pleures, sois pas faible comme ça aussi. Quand tu fais ça d'une façon répétée, la personne, elle va se dire, en fait, mais en fait, mes émotions, c'est pas valide de un, mais de deux. Donc, ce que je suis en train de ressentir, c'est pas, il faut pas que je ressente ça. Est-ce que c'est ça? Donc, la personne commence à se poser la question. C'est ça, en fait, ce genre d'abus de façon répétée, ça peut avoir un impact énorme sur l'estime de soi et puis la santé mentale d'une autre personne, surtout quand elle ne se rend pas compte que c'est de l'abus, en fait. Et c'est tellement subtil parce que tu te le fais à toi-même, en fait, au début. C'est toutes les pensées négatives que tu te dis à toi-même et tu commences par toi, en fait. Et c'est pour ça que notre programme à Women, ça se centre sur la personne parce qu'en fait, quand tu arrives à toi-même te parler d'une façon qui est comment on dit ça, d'une façon bienveillante et avec de la compassion, tu arrives à parler en fait à d'autres personnes également qui sont de cette façon-là. Et si tu vois vraiment genre partout, et les personnes qui sont méchantes, en fait, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont méchantes là, hein, essaie juste de le voir dans ce sens-là, genre, si cette personne se parle comme ça à... Non, non, non. Si cette personne me parle comme ça, j'arrive même pas à imaginer ce que cette personne peut se dire à elle-même. Donc, sa conversation à l'intérieur, ça doit être pire que ça parce que ce qu'elle te dit, en fait, généralement, c'est une projection de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. C'est assez profond, mais c'est vraiment comme ça et c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur toi-même, sur ton, comment tu, et je suis sûre que tu en parles avec, quand tu es en thérapie et comment tu arrives à changer la conversation que tu as à l'intérieur pour pouvoir justement t'accepter, t'aimer et puis pouvoir connecter avec les personnes autour de toi. Et c'est comme ça que ce genre d'abus commence et ensuite après tu propages ça dans la société en fait. Et tu propages cette projection, ils appellent ça projection, ce que tu as à l'intérieur de toi, généralement c'est ça que tu fais sortir. Donc quand tu vois une personne qui fait ça, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui a fait que cette personne fasse ça maintenant? C'est pas plutôt pourquoi moi? Bien sûr, il y a des moments où il y a des critiques positives que tu peux prendre. Il y a une nuance aussi. Parfois, il y a des gens qui veulent vraiment aider, qui donnent des critiques positives. Pas juste des critiques pour critiquer, pour te dire que, je sais pas, t'es nul ou t'es stupide ou je sais pas, juste pour le dire. Mais il y a un truc vraiment plus profond que ça, que la personne qui le dit, en fait, le dit d'une place qui est encore, comment dire, qui a été blessée aussi à l'intérieur. Donc, parfois, ne pas le prendre personnellement, c'est ça la solution en fait. Et voilà, c'est juste une partie de ce dont on parle dans notre programme, mais il y en a tellement, mais ça commence C'est toujours génial, par hein. soi-même. Ouais. Mais là, tu viens de me faire un déclic là parce que en fait, là, j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel et il y a une personne dans un de ces podcasts qui disait justement à peu près ce que tu disais en disant que s'il y a une personne qui vous critique ou qui dit de mal de vous, ne le prenez pas pour vous et ayez plutôt de la compassion. Et tu vois, elle l'a pas décrit comme toi tu le disais, comme toi tu l'as dit en disant que si elle te dit ça, c'est que si ce qu'elle se dit à elle-même, ça doit être pire. Et moi, quand je l'entends dire ça, je me dis, mais pourquoi j'aurais de la compassion pour quelqu'un qui m'insulte? Mais en fait, ouais, c'est vrai que
Ça tombe sous le sens, en fait, quand tu dis que si elle te dit ça, c'est que son discours intérieur doit être 1000 fois pire. Et là, effectivement, ouais, là, on peut avoir de la compassion en comprenant ça. Ouais, Parce que ouais, si tu te dis, ouais, la personne m'insulte, je vais pas compatir, ça va ouais, pas. ouais. En fait, tu le prends plus sur toi, tu le Ouais. prends vraiment sur, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi cette personne fait ça? Et en fait, quand tu te rends compte après, peut-être que tu vas connaître la personne, tu vas connaître son passé, tu vas connaître que peut-être qu'ils n'ont pas eu comment on dit ça, une enfance qui a été vraiment joyeuse. Là, tu vas te dire, ah, mais c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas. Généralement, c'est comme ça, en tout cas dans mon expérience personnelle et dans mes conversations avec les personnes qui ont des, comment dire, ce genre de besoin où ils essaient de vraiment changer le discours qu'ils ont à l'intérieur. Mhm. Voilà. Et voilà pour cet extrait. Cet épisode touche également à sa fin. Si vous avez aimé cet épisode au format un petit peu particulier ou globalement, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker les épisodes, à les commenter, à noter sur Apple Podcast si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast. Et n'hésitez également pas à me faire part de vos retours sur les réseaux sociaux du podcast à la rencontre d'une étoile, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, parce que vos retours font toujours chaud au cœur et sont des encouragements pour continuer à partager les messages de ces personnes inspirantes comme Francesca ou les autres personnes que j'ai interviewées dans le cadre de ce podcast. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.